Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bonjour l'Inspi, le podcast des personnes qui ont choisi de faire ce qu'elles aiment. Ce sont des entrepreneurs, des artistes, des cadres ou salariés qui adorent leur métier. Chaque lundi, je reçois un nouvel invité qui nous raconte son histoire, les étapes de son parcours et ses inspirations. Je lui pose mes questions, puis on discute, sans filtre, autour d'un café. Je suis persuadée que ces rencontres peuvent vous apporter à vous aussi la dose d'inspiration et de motivation dont vous avez besoin. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur le compte Instagram Bonjour l'Inspi_podcast. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour Jonathan. Bonjour Merci. Cassandra. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. À mon dernier épisode, j'ai présenté la personne que j'interviewais. Là, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous parles un petit peu de ton parcours, même depuis l'enfance, un peu pour comprendre, pour qu'on comprenne un petit peu qui tu es. D'accord. Je vais te faire un résumé. Alors, dès l'enfance, moi j'étais un enfant précoce scolairement. Et ensuite, je suis devenu un adolescent très turbulent. Je me suis quasi déscolarisé pendant mes années collège, lycée. J'ai quand même fini par avoir le bac. Et après le bac, je n'ai pas immédiatement commencé des études supérieures. J'étais pas du tout prêt à ça, à ce moment-là, psychologiquement. Et j'ai traversé, à peu près un an après le bac, une crise existentielle qui a duré quand même quelques mois, qui a été un moment douloureux pour moi personnellement, et dont je suis sorti en fait avec la ferme intention de me rendre utile et de contribuer à l'intérêt général. Et ça s'est traduit dans un premier temps par le fait de faire des petits boulots exclusivement dans le secteur public, puisque pour moi à l'époque c'était synonyme d'intérêt général. Donc j'ai fait des petits boulots qui à un moment ont fini quand même par sérieusement m'ennuyer dans leur contenu, à fur et à mesure que je reprenais aussi de l'énergie et de l'envie. Et à ce moment-là, je me suis dit ce serait quand même bien que je fasse quelques études pour pouvoir accéder potentiellement à des boulots plus intéressants plus tard. Ce que j'ai fait, j'ai démarré donc là à l'âge de 20 ans des études de droit. Et je suis à nouveau devenu un bon élève. Donc j'ai été un étudiant qui a obtenu de bons résultats en droit. Puis je me suis orienté en sciences politiques, donc dans le département de sciences politiques de la Sorbonne. En parallèle de quoi j'ai approfondi mon engagement politique en m'engageant dans le mouvement altermondialiste qui était naissant à ce moment-là. Et donc pendant mes années d'études de droit et de sciences politiques, j'ai fait le tour d'Europe des contre-sommets altermondialistes divers et variés. Et ça avait commencé d'ailleurs ce tour par le soutien de José Bové à l'époque où il avait démonté un McDo à Millau. Et encore en parallèle de tout ça, j'ai enfin trouvé un petit job qui m'a vraiment plu et il m'a passionné pendant mes études. C'était de recruter des adhérents dans la rue pour l'association Greenpeace. Et pour moi, c'était un peu le rêve parce qu'à la fois, je défendais mes convictions, je militais en plein air, donc très libre, et tout en étant rémunéré pour. Et je me suis passionné pour ce job, y compris sur le plan intellectuel, et j'en ai fait le sujet de mes mémoires de maîtrise et de DEA de sciences politiques. Au cours de ce travail, j'ai recroisé par hasard dans la rue celui qui avait montré le premier programme du genre chez Greenpeace, et qui à ce moment-là recrutait pour d'autres équipes, d'autres associations, et donc il m'a proposé de rejoindre ces équipes, ce que j'ai fait. Puis on s'est mis à discuter, et à un moment il m'a parlé de l'idée de créer une structure qui s'appellerait ONG Conseil, et qui accompagnerait d'autres associations que Greenpeace pour leur programme de collecte dans la rue. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, j'ai dit que c'était une très bonne idée. Je lui ai proposé de l'accompagner dans le lancement de cette activité, ça c'était l'hiver 2003-2004. Et puis début mars 2004, il a créé ONG Conseil,
Et moi, j'en étais premier salarié. Je l'accompagnais en rendez-vous commerciaux et j'étais aussi responsable d'équipe sur le terrain. Et puis, je me suis retiré quelques mois pour finir mon travail de mémoire, de DEA, aller au bout de mes études que je voulais quand même boucler avec un bac+5 en poche. C'était mon objectif quand je les avais démarrés. Puis j'hésitais encore à ce moment-là entre éventuellement faire une thèse ou peut-être, pourquoi pas, faire de la politique ou bosser dans une ONG. Bon, je savais pas trop. Et finalement, après mon travail de mémoire de DEA, j'ai décidé de répondre à sa proposition, de le rejoindre comme associé d'ONG Conseil, proposition qu'il m'avait faite fin mars, donc quelques semaines après le lancement de l'activité. Et ensemble, on a développé l'activité d'ONG Conseil, activité qui s'est développée très rapidement puisqu'elle est passée de 0 à 300 salariés en 2 ans. Et donc moi, à ce moment-là, j'avais 24, 25 ans et je me suis retrouvé co-gérant de cette structure, associé et donc apprenant sur le tas le métier d'entrepreneur, chef d'entreprise. Et on a dirigé cette structure ensemble pendant quasiment 15 ans. Et il se trouve qu'au moment où on parle là, j'ai quitté cette structure ONG Conseil il y a quelques semaines. Voilà. Entre-temps, en 2011, avec l'ancien directeur d'ONG Conseil Canada, on a monté une boîte qui s'appelle Voix Publique et qui est une agence de communication spécialisée en mobilisation citoyenne. Et alors une entreprise d'une taille plus modeste, puisque c'est une petite dizaine de salariés, là où ONG Conseil employait 450 salariés. Et au même moment qu'on a créé Voix Publique, moi j'ai créé cette fois avec mon frère, Michael, 2 autres structures dans le domaine du handicap. Une entreprise qui s'appelle Handiamo, qui accompagne les sportifs de haut niveau handicapés dans leur parcours professionnel et qui organise des événements de sensibilisation au handicap spectaculaires par le sport. Et en même temps, on a monté une association qui s'appelle Comme les autres, qui accompagne les personnes handicapées après un accident de la vie dans leur parcours de reconstruction après l'accident. Et qui a une originalité forte, c'est que le parcours d'accompagnement qu'on propose est dynamisé par des activités à sensations fortes. Donc c'est des personnes qui sont devenues par exemple paraplégiques ou tétraplégiques, qui se déplacent en fauteuil roulant après un accident, qui à la sortie de leur centre de rééducation partent avec nous en séjour à sensations fortes, faire des activités telles que le parapente, la chute libre, le saut élastique ou autres activités de ce genre, et qui ensuite sont accompagnés socialement, globalement, par des travailleurs sociaux professionnels. L'idée étant de dynamiser ce parcours de rebond, de reconstruction après l'accident, de le rendre plus rapide, plus efficace, puisque ces séjours à l'origine du parcours ont pour effet de redonner confiance en elles aux personnes concernées, qu'elles se réconcilient avec leur corps et qu'elles reprennent tout simplement goût à la vie, goût qu'elles avaient en général perdu. Donc ça, c'est une association qui s'est pas mal développée, qui emploie maintenant une quinzaine de personnes, et dont j'ai été président depuis sa création et dont je suis devenu co-directeur récemment en parallèle de mon départ d'ONG Conseil. Et cet engagement dans le handicap, il a une origine très personnelle, c'est-à-dire que ça a été inspiré par un accident de vie qui a été celui de mon frère Michael quand il avait 18 ans, qui a eu un grave accident de ski sur un snowpark en février 2000, dont j'étais témoin. J'étais à l'initiative et arbitre d'un concours de saut sur un snowpark entre lui et mon meilleur ami. Et il a fait un saut, il a fait plusieurs sauts de suite et un dernier saut complètement fou. Il a fait une chute de 8-10 mètres. Et à l'issue de ce saut, il est devenu paraplégique. Et depuis cette époque, il se déplace en fauteuil roulant. Simplement, il a connu un rebond, une reconstruction assez exceptionnelle, puisque non seulement il a assez vite repris goût à la vie et aux bonnes choses de la vie, et ensuite il est devenu en quelques années champion du monde de tennis en fauteuil, et professionnel,
de tennis, donc handisport. Ce qui fait qu'il a, pendant une douzaine d'années derrière, fait le tour du monde et une carrière de grand sportif qui l'a mené non seulement à gagner quelques médailles aux Jeux paralympiques, mais à être porte-drapeau de la délégation française aux Jeux paralympiques de Rio pour finir sa carrière. Et c'est cette histoire, en fait, qu'à un moment, moi, j'ai eu envie de partager et donc j'ai eu envie de faire profiter des personnes concernées au-delà du cercle intime et de la famille et des amis, considérant que j'en avais retenu quelques enseignements sur comment on pouvait rebondir après un grave accident de vie. Et c'est donc ça qui a donné naissance, qui a inspiré les 2 dernières structures que j'évoquais juste avant. Voilà, en résumé, mon parcours. Non, j'oublie quelque chose de très important, c'est que, et ça c'est mon dernier engagement, que je suis devenu en 2017 président du mouvement des entrepreneurs sociaux, que j'avais rejoint en 2012, fin 2012, comme militant de la cause, en souhaitant contribuer au développement de l'entrepreneuriat social et de l'économie sociale et solidaire en France. Et voilà, et puis j'y ai gravi les échelons progressivement, j'y ai pris des responsabilités jusqu'à donc en devenir président en 2017. Et donc aujourd'hui, mon temps est partagé entre l'ensemble de ces structures, avec un engagement tout particulier du côté du MOVE, donc le mouvement des entrepreneurs sociaux, et du côté dont je suis président, et du côté de l'association Comme les autres, dont j'ai pris récemment la co-direction. Voilà, en résumé. Ok. J'espère que j'ai pas été trop long. Merci Jonathan. Non, non, pas du tout. C'est hyper intéressant. En même temps, ton parcours est super riche, donc c'est normal qu'il y ait plein de choses à dire. Donc si tu veux bien, on va reprendre un petit peu par étapes. Tu parlais de ton enfance, de ton rapport à l'école qui a été un peu compliqué jusqu'au bac et même un petit peu après. Et qu'est-ce qui a fait que justement tu avais un rapport à l'école si compliqué? C'est le fait que tu étais avancé et du coup c'était pas trop adapté à toi? Ouais, je pense que ça c'est la première cause, c'est que j'avais des facilités, j'apprenais plus vite que les autres et que donc je terminais en général ce qu'il y avait à faire avant les autres, que du coup probablement que je m'ennuyais, il fallait bien que j'occupe mon temps d'une manière ou d'une autre, et que plus j'ai avancé, plus ce temps je l'ai occupé en faisant des conneries, Ouais. en gros. Bon, ensuite, je pense que moi, j'avais des facilités, j'avais une précocité scolaire, puisque en fin de CP, on m'a proposé de sauter le CE1, finalement, on a temporisé, mais j'ai sauté le CE2, et puis en CM1, j'étais encore premier de la classe, il a été question que je saute le CM2, bon. Donc il y avait des facilités d'un côté, j'étais aussi poussé par ma famille, mes parents, je suis le fils aîné, et je me souviens que mes parents, notamment mon père, les parents de mon père, avaient des objectifs pour moi très, très élevés, du type maths sup, maths spé, polytechnique, enfin bon. J'étais aussi un petit peu désigné pour être cette bête de course scolaire. Mais d'ailleurs, c'était au-delà de l'école, hein. Il y avait de toute façon chez nous une éducation à la performance, à la compétition, à être le meilleur. Et là, ça se traduisait scolairement, mais ça s'est aussi traduit dans le sport, puisque j'ai fait beaucoup de sport en compétition quand j'étais enfant et jeune adolescent, du tennis, du foot, du basket, du ski, de la natation, des échecs, et à chaque fois à des bons niveaux, voilà, au niveau régional, voilà, en étant à chaque fois dans les meilleurs de Paris ou d'Île-de-France dans les différents domaines. Donc j'avais aussi des facilités physiques, quoi, sportives. Et puis voilà, à force probablement parce que les écoles dans lesquelles j'étais, mais comme en général le sont les écoles publiques normales, n'étaient pas forcément adaptées pour moi, me donnaient pas la nourriture dont j'avais besoin. Ça, doublé probablement aussi d'une éducation un peu libertaire, avec un rapport un peu critique à tout ce qui peut ressembler à de l'autorité. Assez vite, je suis devenu un peu insolent. Et puis en fait, à l'adolescence, là, c'est un petit peu autre chose qui s'est produit, c'est que il se trouve qu'il y a une personne qui incarnait tout particulièrement cet élitisme, ce goût de la compétition, le fait de miser beaucoup sur moi pour être le meilleur en toute chose. C'était la mère de mon père,
et qu'elle est décédée assez jeune, donc elle avait 63 ans, moi j'en avais donc 13, c'était en 92, et que probablement que ça a été une des causes du fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai pour le coup envoyé balader tout ce qui pouvait ressembler à de la compétition Il y a de la scolaire pression un petit et à de peu. la pression probablement, voilà, scolaire et sportive. Et là, je me suis lancé dans une carrière d'adolescent très turbulent, un peu voyou, micro délinquant. Enfin, j'ai fait plein de conneries. Je me suis beaucoup amusé, je me suis bien marré, mais à cette période-là, je me suis pas mal éloigné de tout ce qui pouvait ressembler à de la réussite ou à de la performance scolaire. Et puis même d'ailleurs, tout ce qui pouvait ressembler même à de l'utilité à l'autre, en fait. Et ça, du coup, tu l'expliques comment? Tu penses que justement, c'est parce que t'es allé un peu à l'extrême de ce qu'on attendait de toi? Probablement que ce que je décris de mon adolescence, là, c'était une forme de révolte, de rébellion, de rejet, de ce que probablement j'avais dû vivre depuis l'enfance comme étant une pression excessive. Oui. Ouais, de l'éducation à la performance. Cet aspect-là, ouais, de mon éducation, je pense qu'à un moment, devait me peser trop lourdement, devait pas en fait m'épanouir plus que ça. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai des souvenirs, notamment, je pense, dans les sports individuels, notamment au tennis, voilà, de stress dans la compétition, avant les matchs, après les matchs, de déception. Et puis scolairement, alors j'étais très performant, donc j'avais souvent des satisfactions, mais je me souviens que quand j'avais pas atteint le niveau que je visais, que j'étais pas le premier, que j'étais pas le meilleur, c'était aussi de la douleur, de la souffrance. Donc je pense qu'à mon adolescence, j'ai un peu envoyé tout ça Ouais, tout ça bouler, baladé, quoi. quoi. Ouais, Mm. pour me détendre un peu. Ouais, ce qui est assez logique. Et quand on se met la pression, etc., à un moment, on a envie de lâcher prise, quoi. C'est un peu normal. Et Mm. du coup, qu'est-ce qui t'a fait revenir dans le droit chemin? Qu'est-ce qui t'a fait passer ton... Enfin, même si t'étais déscolarisé, t'as quand même passé ton bac. Oui, ce qui fait que je m'y suis remis, c'est que bah, à la fois le fait de faire un lien entre l'intérêt de ma vie professionnelle et la nécessité de faire des études au préalable, quoi, considérant, ayant été convaincu par l'idée que j'avais plus de chances d'avoir un boulot intéressant en faisant des études. Et puis je pense que malgré tout, cette éducation à la performance, à la réussite, notamment scolaire, que j'avais reçue, même si à un moment je l'ai rejeté à l'adolescence, bah, d'une certaine manière, j'y ai quand même, j'avais quand même adhéré assez fondamentalement. Et quelque part, le fait pour moi de faire des études supérieures, avec une dimension un peu intellectuelle, à tendance politique, comme j'ai fait, c'était aussi quelque chose qui me plaisait bien. Et d'ailleurs, dans lequel je me suis beaucoup épanoui. Et j'ai aimé même, y compris, avoir à nouveau des bonnes notes, pouvoir à nouveau me situer comme étant dans les meilleurs de la promo. J'y ai repris goût. Simplement, ce qui a changé pendant mon enfance et mon adolescence, tout ça était mené de façon très individuelle et individualiste, sans grande considération de l'intérêt de l'autre. Là où, après ce moment difficile, passage de l'adolescence à l'âge adulte, donc à 19, vers 19 ans, eh bien, j'ai eu envie, besoin d'intégrer l'autre dans mon univers, et puis même au-delà de l'intégrer, d'être utile à l'autre, et puis plus globalement au monde dans lequel je vis, en essayant de le changer pour l'améliorer, quoi. Et alors, j'ai mis beaucoup d'énergie et de soucis de performance là-dedans, comme j'en avais mis plus jeune, dans le fait de faire des Dans les conneries, ou conneries, encore ouais. plus jeune dans le fait d'avoir des bonnes notes. Mais c'est devenu d'une certaine manière plus positif et partagé avec les autres que ça n'avait été jusque-là, à partir de l'âge adulte, quoi. Tu parlais après le bac, avant de... Hop, hop, hop. Un chat vient de me
sauter Il dessus. vient de me sauter dessus. Attends, tu veux que je la vire peut-être? Bah, Elle va être un peu ah relou. ouais, non, elle s'installe. Ouais, je veux bien que tu... Attends. Voilà. Ouais, elle est un peu chiante quand on se met sur ce fauteuil-là. Ouais, voilà, essaie de te mettre comme ça, elle reviendra plus. Oui, donc qu'est-ce que je disais? Ouais, donc après ton bac, t'es pas vraiment prêt à faire des études, t'as ce que t'appelles une crise existentielle, et là tu te rends compte que ce que tu disais, que t'as envie de te rendre utile à l'autre, rendre un peu le monde meilleur, la société meilleure. Comment, qu'est-ce qui t'a donné envie en fait de... Qu'est-ce qui m'a pris? Ouais, enfin, qu'est-ce qui t'a... Ouais, voilà, En qu'est-ce qui fait, t'a donné envie? ce que j'appelle pudiquement une crise existentielle depuis tout à l'heure, ça, plus concrètement, c'était une dépression. En fait, qui s'est manifestée à peu près 1 an après que j'ai eu le bac. Je suis d'abord allé à la fac. J'étais inscrit en éco-gestion à la Sorbonne, à Tolbiac. J'ai pas fait grand-chose. Et puis en fin d'année, avec mes parents, on est arrivé à la conclusion. En tout cas, on s'est fait croire que si j'arrivais pas à démarrer mes études, c'est parce que j'étais à la fac et que ça manquait d'encadrement. Donc je suis allé faire la même chose, mais dans un IUT à Sceaux. Et là, au bout d'1 mois, j'ai décompensé et j'ai fait une dépression un peu hard, quoi, qui m'a mis KO quelques mois. Et ensuite, à faveur d'un travail en fait sur moi, pour le coup par de la psychothérapie, j'ai notamment traité, digéré mon adolescence et sa dimension la plus sombre, la plus négative, la plus égoïste, la plus destructrice, qui probablement avait généré notamment de la culpabilité, je pense. Et j'ai dû avoir envie et besoin de réparer un petit peu ça. Et combiné à mon éducation politique engagée de gauche, militante, un peu à accent révolutionnaire même, parfois dans le discours, en tout cas dans la famille, ça a donné une volonté d'engagement politique pour l'intérêt général. Je pense que c'est ça qui s'est déroulé. C'est assez intéressant parce que en fait j'ai l'impression que même là tu as eu un peu de l'avance dans le sens où quand je regarde un petit peu autour de moi, même si ça va pas jusqu'à la dépression comme toi t'as fait, c'est vrai que moi j'ai 27 ans et c'est vrai que la crise existentielle en général elle arrive à peu près à cet âge-là, 25 ans, un peu avant les 30 ans, parce qu'on ne s'est pas forcément engagé dans la bonne voie ou autre chose. Et toi tu l'as eu à 20 ans. Faire une dépression à 20 ans, c'est quand même, c'est quand même hyper violent. Et oui, c'est la classe, c'est sûr. Et c'est quand même hyper violent. Bon, après, là, ce que tu dis, c'est que ça t'a été, on va dire, bénéfique après, parce que tu as été accompagné et que tu as trouvé ce que tu voulais faire. Mais sur le coup, ça devait être super compliqué. Et tu as quand même réussi à te dire, OK, je me fais aider, je sors de là, et après, je vais faire là des études qui comptent pour moi. Et là, tu es allé faire du droit, du coup. Ouais. Bon, j'ai été aidé à me laisser aider. Hein. Pour le coup, j'avais un environnement familial et parental, notamment, qui était très ouvert à la psychothérapie, à la psychanalyse, et qui m'ont accompagné dans cette direction. Après, oui, ce que j'ai vécu assez jeune, là, c'est un peu cette crise du sens là, que tu évoquais. Et en fait, je sais pas s'il y a des études sérieuses qui ont été faites sur le sujet, mais pour laquelle il n'y a pas d'âge type. C'est-à-dire que, bon, moi c'était à 19 ans, d'autres c'est à 25, 27, mais on voit ça à tous les âges en fait, Ouais. le nombre de quadras ou de quinquas, après c'est plus rare. Mais qui à un moment se disent merde, qu'est-ce que je fais de ma vie, notamment dans le boulot, mais que ça sert à rien ce que je fais, j'aimerais bien me rendre utile, comment faire, et hop, qui basculent, qui changent de voie professionnelle et parfois qui s'engagent dans l'économie sociale et solidaire ou dans la RSE. Et donc oui, effectivement, moi ça je l'ai vécu à ce moment-là, assez jeune, c'est vrai, assez tôt, ce qui m'a permis d'une certaine manière de tout de suite choisir une voie, non seulement d'études, mais aussi ensuite professionnelle qui m'a convenu et dont j'ai jamais dévié depuis, et qui est la voie de l'engagement pour l'intérêt général, l'engagement pour l'utilité sociale, l'engagement pour contribuer
à changer le monde pour qu'il soit meilleur. Ouais. Là où c'est vrai que je vois souvent des parcours où personnes ont bossé pendant 5, 10, 15 ans, 20 ans, un peu en mode automatique à la sortie de leurs études, et puis pour finalement à un moment se rendre compte que c'est pas eux, que ça leur convient pas, et ce qui est une autre douleur. Je sais pas ce qui est le plus dur, hein, la crise de la quarantaine, de la trentaine, de la vingtaine. Je pense qu'elles doivent se valoir, mais chacune dans leur style, avoir leur lot de difficultés. En fait, c'est hyper intéressant parce que toi aussi, on va dire que tu aurais pu passer par là dans le sens où tu disais quand tu étais enfant, il y avait une partie de ton éducation qui était vachement la performance, on voulait que tu fasses maths sup, on voulait que tu sois, je sais pas, À un ingénieur. moment, quand j'avais 12 ans, je me souviens qu'à un moment, je voulais être PDG de Coca-Cola Ok. et avoir une Ferrari Testarossa. Alors moi, je suis né en 79, donc j'étais enfant dans les années 80, donc Mhm. c'est les années, c'est les années où Coca-Cola et Ferrari. Mais effectivement, à ce moment-là, je rêvais pas de diriger la Croix-Rouge ou l'APF ou le groupe SOS ou ce genre de structure. Non, c'était plutôt Coca-Cola. Et puis, je rêvais pas d'avoir une voiture électrique ou hybride. Non, c'était plutôt une Ferrari Testarossa. À vrai dire, à l'époque, je me posais absolument pas la question de la pollution, de la protection de l'environnement ou de l'écologie. Bon, qui n'était pas une thématique de toute façon très au centre des préoccupations de la société, hein. Je me souviens de ça, donc oui, bien sûr que j'aurais pu. De toute façon, on a chacun un chemin qui est très déterminé par là d'où on vient et qui on rencontre, et qui peut en même temps dévier un moment, bien sûr. Tu disais que quand tu étais petit, tu rêvais donc de ça, d'être PDG de Coca-Cola et d'avoir une Ferrari. Et Quand donc, j'étais ado, à un moment, en tout cas, c'est ouais, je rêvais de ça. et donc, du coup, ensuite, tu comprends que tu as envie de te rendre utile à la société, à l'intérêt général. Du coup, quand tu commences tes études de droit et ensuite de Sciences Po, là, tu rêvais de quoi? Là, en fait, c'est là que tout s'est un peu aligné, parce que en même temps que j'étudie le droit et les sciences politiques, je rêve, en fait, là, à ce moment-là, pour le coup, de changer le monde pour qu'il soit plus juste, qu'il soit plus respectueux aussi de l'environnement. Et ça se traduit par mon engagement dans le mouvement altermondialiste. Ça se traduit par le choix de mon job de recruteur d'adhérents pour Greenpeace. Et donc, à cette période-là, d'une certaine manière, je me mets en cohérence, quoi, entre mon éducation, d'ailleurs, mes valeurs, et puis des choix très concrets, très pratiques. Je deviens même, d'ailleurs, à ce moment-là, un féru de la cohérence entre valeurs et pratiques. Donc, au-delà de mon engagement, du choix de mon petit job, il y a des choses qui relèvent de la cohérence au quotidien qui me semblent importantes à ce moment-là, notamment en tant que consommateur. Donc j'ouvre un compte bancaire dans une banque éthique. J'essaye de voir comment avoir des actes d'achat responsables. Je commence à m'intéresser au bio, au commerce équitable, en me disant que je serais d'autant plus en paix avec moi-même et d'autant plus convaincant pour les autres que je serais cohérent entre mes valeurs, mes discours et puis mes actions. C'est vrai que c'est hyper intéressant, ça, on l'entend beaucoup. Enfin, on l'entend beaucoup. Moi, je sais que là, ça fait 2 livres que je lis. Moi, je m'intéresse pas mal aux livres de développement personnel. Et enfin, il y a des choses bien à prendre et des choses un peu moins bien. Mais là, les 2 derniers livres que j'ai lus, ils parlaient de vraiment justement ces valeurs et le fait d'être en cohérence en permanence avec ses valeurs, autant qu'on peut, mais vraiment déjà de connaître ses valeurs, ça c'est hyper important. Je pense qu'on les connaît pas tous forcément, donc ça c'est déjà un premier travail à faire. Et ensuite de les respecter et de les suivre, et que ça permet d'avoir une cohérence et de pas regretter ses choix, de prendre les bonnes décisions et d'aller dans la bonne voie. Donc ça c'est quelque chose que tu as respecté assez jeune, et aujourd'hui encore tu sens que cette cohérence, ça t'a permis d'accomplir tout ce que tu as accompli. Ça, c'est un point sur lequel, pour le coup, j'ai été un peu précoce aussi, un peu pionnier dans mon entourage. C'est clair que c'est moi qui portais ça. Et puis c'était pas, à ce moment-là, au début des années 2000, c'était pas encore très diffusé dans la société. Ça s'est beaucoup développé, tant mieux d'ailleurs, mais
Mais à l'époque, oui, c'était un peu ce souci que moi j'avais, là, de la cohérence jusqu'au détail de la vie de consommateur, notamment. Je me souviens que c'était assez rare. Et la rigueur que j'y mettais était assez rare aussi et était bon, appréciée, respectée et à jouer dans ma force de conviction, d'attraction aussi, dans mon efficacité professionnelle et même d'ailleurs, je pense, dans mon attractivité personnelle, quoi, amicale, amoureuse, etc. Simplement, moi, je voudrais juste, à ce sujet, signaler un truc qui me semble important, c'est que il se trouve que moi, j'avais besoin de ça. Je ne suis pas sûr que ce soit un besoin aussi important pour chacun, et je pense qu'on peut très bien vivre avec plein de contradictions. Et qu'il faut aussi faire attention de ce côté-là, à pas se mettre trop de pression et à pas être trop maniaque ou psychorigide avec soi-même, et encore moins avec les autres. Pas trop faire la morale quand on constate des contradictions, parce que d'une part, souvent, si on fait ça, c'est pas tant par vertu ou parce qu'on est une meilleure personne que parce qu'on a besoin de ça pour être bien dans ses baskets, et qu'en fait c'est très personnel. Je pense que c'est aussi important, ça fait un peu vieux sage, hein, mais d'avoir en tête que, a priori, de ce que j'en ai compris, on n'a qu'une vie et qu'elle peut s'arrêter du jour au lendemain, qu'il serait dommage de ne pas en avoir profité au maximum avant qu'elle s'arrête. Et du coup, je pense que pour un bon équilibre, effectivement, ça peut avoir l'intérêt de viser une forme d'alignement, de cohérence, mais sans oublier la dimension de jouissance dans la vie, de profit, du moment. Et parfois, bah, une belle fête ou une activité à sensation forte, par exemple, eh ben, peuvent être très polluants, faire du bruit, gêner quelques personnes. Mais bon, pour autant, est-ce que ça justifie de s'en priver? Moi, je dirais plutôt que non. Et qu'il faut faire, à mon avis, attention à pas tomber dans la religion, en fait, de la cohérence et de l'éthique du quotidien, parce que ça peut être enfermant pour soi, et puis ça peut nous rendre désagréables aux autres, et que bon. Oui, toi, ce que tu dis, c'est que c'était quelque chose d'assez naturel et que ça te permettait justement, toi, d'être bien vraiment personnellement, et que c'est pas forcément quelque chose que tu t'es obligé à faire, c'était naturel, donc, et ça te correspondait. Après, ce que tu dis, c'est que bah, voilà, si un jour on a envie de faire quelque chose qui est pas forcément en lien avec nos valeurs, faut pas non plus s'en mordre les doigts ou vraiment Non, y apporter non. trop d'importance. Faut pas être trop. Je pense qu'il faut pas être trop dur avec soi-même. Ouais. La vie, c'est une aventure complexe, pleine de rebondissements, avec des choses très difficiles parfois. Je pense que d'être un peu tendre et bienveillant avec soi-même, c'est pas une trop mauvaise idée. Et tu parlais aussi de ton engagement au niveau altermondialiste. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est l'altermondialisme pour ceux qui connaissent pas? Le mouvement altermondialiste, au début des années 2000, c'est, comme son nom l'indique, c'est un mouvement qui souhaite une autre mondialisation que celle qui est dominante à ce moment-là, qui est la mondialisation dite libérale, c'est-à-dire que une économie dont les échanges deviennent de plus en plus internationaux, sans frontières, et qui sont, du point de vue des altermondialistes, insuffisamment régulés sur le plan social et environnemental. Donc finalement, le mouvement altermondialiste à l'époque, c'est des personnes qui disent que il faut mettre dans la mondialisation, parce que c'est des gens qui sont souvent internationalistes, sans frontiérisme, il faut mettre de la justice sociale et de l'écologie. Bon, voilà, à ce moment-là, c'est tous ces gens-là qui se réunissent autour de cette cause d'une autre mondialisation, et qui, pour certains, font ceux qui ont le temps et qui ont envie et qui ont la possibilité de le faire, font le tour d'Europe. Donc, c'est quelques centaines de personnes qui prennent des cars, des trains, et puis
et puis qui vont faire des manifestations, en fait, quand se tiennent des grands sommets qui réunissent des dirigeants politiques et économiques pour venir dire, attention, vous êtes en train de prendre des décisions qui nous engagent tous et qui sont destructrices de l'environnement et injustes socialement. Et donc, écoutez ce qu'on a à dire et prenez-le en compte. Et d'ailleurs, alors, qu'on parle de justice sociale ou de protection de l'environnement, on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, ce sont des thématiques qui sont au cœur du débat public. Et ce mouvement n'y est pas pour rien. À l'époque, c'était les combats pour la taxation des transactions financières, c'était pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Bon, on peut pas nier que ce sont des sujets qui sont devenus importants et qui ne l'étaient pas du tout au début des années 2000 autant que maintenant. C'est pas uniquement le fait du mouvement altermondialiste, mais il y a quand même bien participé, quoi. C'est encore en lien justement avec tes valeurs, avec ta cohérence de fond, je sais pas trop si ça se dit, mais en gros ça suit ta voix. Et du coup après tu te lances dans la collecte de dons, c'est ça? En gros tu vas dans la rue et tu vas voir les personnes pour qu'elles donnent de l'argent, notamment au début à Greenpeace, c'est ça? Oui. Et après tu rejoins donc ONG Conseil en tant que premier salarié qui aussi s'occupe de cette partie en fait pour promouvoir justement cette collecte dans la rue, c'est ça? Tout à fait, pour la mettre en œuvre très concrètement. Oui, bah ça c'est un métier effectivement qui correspond très bien à ce moment-là à mon envie, mon besoin de cohérence, puisque tout d'un coup mon travail c'est de convaincre des personnes de s'engager, de se mobiliser, de donner de l'argent en l'occurrence pour des causes d'intérêt général, pour des organisations dont l'objet est de contribuer à améliorer la marche du monde. Donc peut-être dans le domaine de la santé, avec Médecins du Monde, de l'alimentation pour tous, Action contre la faim, protection de l'environnement, WWF, le développement, CARE, et j'en passe, etc. Effectivement, à ce moment-là, je trouve un métier qui est pour moi un métier de rêve, hein, puisque on me paye pour convaincre des gens de participer au fait de changer le monde positivement. D'ailleurs, c'est un petit job que je recommande à tout étudiant. C'est une super expérience, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est pas forcément le petit job vers lequel on se penche en premier, mais c'est vrai que je pense que c'est hyper intéressant et puis en plus hyper formateur. Hyper formateur sur le fond parce que les causes qu'on porte, c'est des causes très intéressantes et on apprend beaucoup, on se cultive. Et puis sur la forme, entre guillemets, c'est extrêmement enrichissant pour ce qui relève des capacités à convaincre, à surmonter sa timidité aussi, parce qu'on va parler à des inconnus dans la rue. Donc moi c'est sûr que, par exemple, dans une année de service civique, obligatoire ou pas, je trouve que consacrer au moins un mois ou deux à faire ce job, que chaque jeune Français devrait pouvoir le faire, quoi. Ouais, c'est un job génial. Et après, tu viens associé carrément de ONG Conseil, qui est passé de 0 à 300 salariés, comme tu en parlais, en à peine 2 ans. Et toi, à cette époque-là, tu avais 24-25 ans. Comment tu as géré en fait ce statut-là, cette posture, même le travail de vraiment associé à cet âge-là? Parce que j'ai l'impression que souvent, quand on a envie de se lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle aventure, qu'elle soit entrepreneuriale ou autre, quand on est jeune, forcément on se dit je vais pas avoir les épaules, j'y connais pas grand-chose, je vais pas savoir manager ou je vais pas savoir, je sais pas, aller voir les clients, etc. Toi, comment à 24-25 ans, t'as réussi à faire le job en fait? Alors c'est vrai que quand tu alignes comme ça les appréhensions qu'on peut avoir dans ce genre de situation, je reconnais que je n'avais aucune de ces appréhensions. Et que probablement c'était lié à une confiance en moi forte que j'avais à ce moment-là de ma vie, puisque ça n'a pas toujours été le cas, mais à ce moment-là de ma vie, je pense que j'avais une grande confiance en moi et à ma capacité à faire beaucoup de choses. Et en l'occurrence, là, c'était notamment faire de la gestion des ressources humaines, du management. Et je pense que j'avais des dispositions particulières pour ça, liées notamment au fait que je suis l'aîné d'une fratrie
et que j'ai été assez jeune positionné par mes parents En tant que en manager de famille. responsabilité. Voilà. Et que ouais, c'était pour moi une posture assez naturelle et assez ancienne, que d'être un peu chef de bande. Et puis pour ce qui est ensuite de la vitesse de développement à mon jeune âge et des responsabilités que j'ai eues, là, à ce moment-là, j'ai été très aidé par, je pense, ma précocité qui s'est à nouveau manifestée et qui a fait que j'ai pas été effrayé de faire des choses plus jeunes que d'autres. Puis j'ai surtout énormément travaillé, dépensé beaucoup de temps et d'énergie là-dedans. Et vu que ça me plaisait, que ça me passionnait, ben je pense que j'y ai mis énormément de moi. Et il se trouve que j'avais des qualités, des aptitudes pour cette activité, pour ce job, et que du coup ça a marché. C'est vraiment, oui, un mélange de prédisposition et puis de travail quand même. Parce qu'on a beau être précoce, doué, tout ce qu'on veut, il y a un moment pour réussir ce genre de choses, faut beaucoup trimer, surtout. Ça te faisait pas peur de travailler autant? À l'âge où pas où on est censé s'amuser, etc. Il y a un peu de tout, mais vu que c'était pareil, c'était vraiment quelque chose qui te plaisait, toi tu t'y es donné. J'avais l'énergie pour vraiment avoir une vie complète. J'ai la chance sûrement peut-être de pas avoir besoin de plus dormir que ça, d'avoir une bonne résistance physique. Mais c'est vrai que j'ai non seulement beaucoup bossé à l'époque, mais j'ai aussi beaucoup voyagé, beaucoup fait la fête. Donc j'ai pas eu l'impression particulièrement de faire de sacrifices. Je bossais entre 9h et peut-être 20h, 21h. Après je sortais. Puis je prenais des pauses pour voyager. Et puis je me couchais, oui, vers 2-3 heures, quoi. Mais entre 21h et 2-3 heures, on a le temps de Ouais. bien s'amuser. Non, après, c'était psychologiquement, c'était quand même éprouvant d'avoir autant de responsabilités à un si jeune âge, quoi. Et ça n'a pas toujours été facile. Je me souviens d'un moment assez difficile en 2008, qui était le pic historique de l'activité de ONG Conseil, puisqu'on avait dû avoir 700 salariés à l'époque sur le terrain. Mon associé était en vacances, c'était en juillet 2008. Moi, j'avais 29 ans. Et j'étais là, seul à la tête de 700 salariés. Et il se trouve que, parce que ça marche par cycle, le job que peut avoir un entrepreneur, un chef d'entreprise, c'est souvent en décalage avec l'activité de production, parce que lui, il va vendre, il va chercher, il fait la promotion de son activité. Puis après, en général, quand elles atteignent ce niveau-là, ces tailles-là, elles sont produites par d'autres. Et je me souviens, ce mois-là, de juillet 2008, j'ai ressenti une forme de désœuvrement. J'avais des choses à faire, mais pas plus que ça. C'était pas très intense et j'ai eu un vertige. Et je me souviens que ça n'a pas été facile, quoi. Je n'ai pas toujours bien compris pendant ces années-là ce qui m'arrivait, qui était un peu fou, hein, parce que ça a été une vraie success story dans le secteur du fundraising. Donc non, non, ça n'a pas été de tout repos, mais ça a quand même été des très belles années, parce qu'une une grande réussite avec du sens, sans que au passage je sacrifie ma vie personnelle. Non, c'était des très très belles années. Je souhaite ça à tout vingtenaire, trentenaire, quoi. Ah ouais. Après, c'est sûr qu'il y a forcément des phases de difficultés quand on a autant de responsabilités. Toi, tu les gérais comment? Est-ce que, par exemple, tu as continué par exemple, à avoir... tu parlais tout à l'heure de J'ai psychothérapeute, continué la psychanalyse, qui je pense m'a aidé. Ce qui est difficile dans ce genre de situation, parfois c'est la solitude. Et c'est pas la solitude pure qui est probablement ce qu'il y a de plus difficile, sauf pour ceux qui aiment ça. Mais c'est la solitude très entourée. Beaucoup de salariés, pour partie des copains, voilà, des amis, etc. Puis voilà, des petits frères, mais avec quasiment dans chacun de ces cercles une position un peu surélévation, quoi. C'est un peu sur un piédestal ou carrément en responsabilité hiérarchique, en étant le patron. Et ça peut créer des effets, ouais, d'isolement, de solitude, de sentiment d'incompréhension vers les autres. Donc c'est pas évident, mais je pense que moi j'ai été bien aidé, ouais, probablement, ouais, par la psychothérapie, la psychanalyse, et puis par un entourage qui m'a ouais, toujours bien soutenu, bien accompagné, quoi. Et du coup, la personne avec qui tu avais, ton associé, la ONG Conseil, est-ce qu'il t'accompagnait aussi dans ces
dans ces moments de doute, etc., comme un mentor, ou non, c'était vraiment Non, une relation professionnelle c'était une relation professionnelle, d'égal à égal. Ça n'a jamais été mon mentor. Par contre, le fait d'être deux et d'être en permanence en interaction, pouvoir discuter, débriefer ce qu'on vivait, oui, ça c'est sûr que c'était certainement très utile pour moi pour porter et assumer tout ça. Ça, c'est certain. Et t'es resté 15 ans en tant qu'associé. Et là, tu viens de quitter il y a quelques semaines cette boîte. Qu'est-ce qui t'a fait arrêter? On a fini par plus du tout s'entendre avec mon associé. Et après avoir eu une relation très fusionnelle sur le plan professionnel, on a fini par prendre des chemins différents, y compris dans la vision de ce que devait être une entreprise. Et puis ensuite, c'est voilà, les aléas des relations qui durent et qui parfois se détériorent. Et ça a fini par même des difficultés importantes et finalement par une séparation d'un commun accord, comme on dit effectivement il y a quelques semaines, après un peu plus de 14 ans d'association. Ouais. La vision, j'en parlais justement avec ma précédente invitée, que la vision, c'est hyper important de partager la même vision quand on monte une boîte, on va dire du début à la fin, parce que sinon, c'est clairement pas possible. Donc ça, c'est ce qui t'a fait quitter. On a partagé une vision au démarrage et ça a duré un certain temps, qui était une vision d'une entreprise éthique, sociale, responsable. C'est moi qui étais moteur de cette vision, qui était à l'initiative de cette identité à laquelle lui, il avait adhéré, en partie probablement par conviction et en partie par intérêt stratégique, parce que ça comportait du potentiel d'efficacité dans le secteur dans lequel on intervenait, qui était quand même le secteur des associations et de l'intérêt général, des ONG, etc. Et puis avec le temps, lui s'est éloigné des ambitions-là. Elles sont venues un peu au second plan. Et alors que pour moi, ces enjeux, ces ambitions se sont renforcés. Et j'ai voulu les approfondir, au contraire, et les compléter, et les renforcer. Donc à un moment, on n'était plus du tout en phase. Et ça a quand même duré quelques années encore, jusqu'à ce qu'on acte une séparation qui était devenue indispensable, quoi. Enfin, de toute façon, en parallèle, t'étais bien occupé. Non, enfin, t'es toujours bien occupé. Parce que du coup, tu disais tout à l'heure que tu as cofondé 3 entreprises, sociétés. Enfin, elles ont toutes des statuts différents. Et du coup, c'est hyper marrant parce que tu les as cofondées à peu près en même temps. Oui, alors, il y a plusieurs causes à ça. La première, c'est que c'est au moment où, avec mon associé, on a confié la direction opérationnelle d'ONG Conseil à 2 collaborateurs. Et que du coup, à ce moment-là, on a cessé d'avoir des fonctions exécutives. Du coup, ça nous a libéré du temps. Et aussi, pour ma part, beaucoup l'esprit. Et je pense que ça s'est combiné avec le fait que, une dizaine d'années après l'accident de mon frère, qu'il y avait un temps de psychique pour moi qui s'achevait, une espèce de passage à une autre étape, je sais pas comment on peut appeler ça, peut-être une part de deuil d'une époque. Et que ça a été à ce moment-là très fécond en nouvelles envies, en nouveaux enthousiasmes, et que ça a donné naissance à ces quelques structures. Donc c'était à la fois lié à un esprit qui évoluait et qui laissait place à de la nouveauté, et puis du temps libre pour laisser venir les idées, les laisser se développer, et puis pour passer à l'action. Parce qu'il faut du temps pour créer des structures et passer à l'action. Sachant que chacune de ces structures, je les ai cofondées, et qu'à chaque fois, avec mes associés, on en a confié la direction opérationnelle à quelqu'un d'autre que moi. Et du coup, moi, depuis 2011 et jusqu'à il y a très peu de temps, j'ai plus de fonction opérationnelle dans aucune
de mes structures, dont j'étais voilà, un des fondateurs dirigeants qui supervisaient leur activité de près, mais avec un directeur général dans chacune, donc avec la possibilité d'être à temps très partiel sur chacune, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, parce que justement, quand on crée des structures, là, à peu près 3 en même temps, ça demande de l'énergie, ça demande quand même pas mal de temps. Donc, toi, enfin, vous avez pris le postulat de, on va dire, vous dégager un petit peu de l'opérationnel pour avoir du temps, justement, pour construire ça de manière, on va dire, plus sereine et plus de là-haut, parce que sinon, enfin, c'est Sinon, hyper ça aurait tout compliqué. simplement pas été Ouais. possible. Il y avait 2 conditions à ça. Il y avait le fait que ma rémunération à court terme ne dépende pas de ces structures. Donc moi, j'étais rémunéré par ONG Conseil et avec une liberté d'organisation de mon temps. Et la deuxième condition, c'était de ne pas le faire seul, c'était de s'associer et puis qu'il y ait quelqu'un qui, lui, par contre, ait le temps Ouais. de se consacrer à la direction de la structure. Et voilà, et c'est cette combinaison-là qui a permis que je monte plusieurs structures en même temps, que ça se développe, que ça marche, et sans que ça me prenne 150 heures par semaine, quoi. La période moi, où j'ai le plus travaillé dans ma vie, ça a été pendant les 5-7 premières années d'ONG Conseil. Ensuite, quand j'ai créé ces structures-là, et que sans en avoir de fonction opérationnelle, j'ai beaucoup travaillé, mais voilà, plus raisonnablement comme un cadre qui bosse une 50aine d'heures par semaine. Alors que ONG Conseil, la période 1, c'était plus que ça, quoi. Ces 3 boîtes, elles existent encore, et tu en parlais tout à l'heure, elles marchent bien. C'est quoi ton rôle aujourd'hui? Tu disais que tu es détaché de l'opérationnel. En fait, toi, c'est vraiment pour donner la vision stratégique, prendre, on va dire, les grandes décisions. C'est quoi exactement ton rôle? Oui, ça ressemble à ça. C'est du conseil de direction, de l'ordre du rôle d'un administrateur, président actif, impliqué. Donc, c'est des contacts réguliers avec le directeur. Il y a des rendez-vous, téléphone, mail. C'est de la participation à des processus de recrutement importants, à certains rendez-vous commerciaux extérieurs, avec des partenaires importants. Et puis c'est pas mal aussi de relations publiques, puisque en étant président du Move notamment, je suis pas mal au contact des partenaires et ou clients d'une partie de mes structures. Donc c'est un mélange, voilà, de présidence active, mais non exécutive, et de relations publiques, porte-parole de ces différentes activités, quoi. Donc j'ai un emploi du temps qui est très changeant d'un jour sur l'autre. Je peux avoir rendez-vous avec le directeur d'une structure pour faire un point pendant plusieurs heures sur la structure, en prenant les grands sujets, en prenant des décisions ensemble. Être à une réunion de conseil supérieur de l'ESS en tant que président du MOVE, puis aller voir un partenaire potentiel pour l'association comme les autres, etc. Donc il y a un mélange de suivi du travail des directeurs et certains salariés des structures, et puis de rendez-vous extérieurs. Et donc moi je passe pas mal de temps en vadrouille, mais oui, c'est un job un peu particulier, d'ailleurs, et en fait un job d'entrepreneur, quoi, de multi-entrepreneur. Alors, plus récemment, j'ai pris la co-direction de l'association Comme les Autres. Là, je suis plus particulièrement chargé de superviser la collecte de fonds et la communication. Donc là, c'est un peu plus opérationnel que ce que j'ai eu l'habitude de faire ces dernières années. Ça te plaît, en fait, d'avoir toutes ces casquettes? Justement, ça te motive à... Je sais qu'il y a des gens qui aiment vraiment avoir un job bien défini, cadré. Et il y en a d'autres qui ont justement besoin de faire plein de choses. Toi, ça te motive? C'est quelque chose qui est important pour toi? Ouais, je pense. Je suis sûr même Ouais. que ça me va très bien. Mais j'ai longtemps été très épanoui professionnellement, en mode beaucoup plus monomaniaque avec le développement d'ONG Conseil. Mais j'ai largement pris goût là, à cette diversité. Ça m'est arrivé, ça m'arrive moins maintenant, mais ça m'est arrivé à une époque régulièrement que me manque la vie de bureau, la vie en équipe, et même le management d'équipe. Mais ça m'est un peu passé, en fait.
Je crois que maintenant, je suis très bien comme ça. Il y a une part de management dans mon travail, mais j'aime bien passer d'un sujet à l'autre. Alors de temps en temps, bon, je me dis, tiens, c'est vrai que je vais pas forcément au fond des sujets. Je suis plus dans des positions de porte-parole, de grands élans, de convictions peu rapides, d'embarquer. Bon, ce genre de choses, mais en même temps, j'ai toujours bien aimé ça. Et là, je le fais à plus grande échelle, à un plus haut niveau pour ce qui concerne mes engagements dans l'économie sociale et solidaire. Et non, j'ai du goût pour ça, quoi. Clairement. Et puis, moi, j'ai besoin de me sentir très libre. Et là, de ce point de vue-là, c'est bien. Ça correspond bien. Parce que il n'y a pas grand monde à qui j'ai à rendre des comptes de ce que je fais de mes journées. Et tout à l'heure, tu parlais de quand tu étais chez ONG Conseil, que tu avais des moments un petit peu de solitude entourée, c'est ce que tu disais, je crois. C'est quelque chose que tu as encore aujourd'hui, parce que tu disais, bah, ça me manque un peu le management, même si tu en as encore, ça me manque l'équipe. C'est quelque chose que tu vis encore ou pas? Quasiment plus. Quasiment plus. Selon mon emploi du temps, parfois il y a des journées quasi entières où je suis dans un café ou plutôt dans un bar d'hôtel. C'est plus adapté pour faire ça avec mon ordi, à traiter des mails. Peut arriver que ces rares journées-là, j'aurais bien vu voilà, des collègues. Enfin, mais d'abord, ça arrive très rarement que je fasse des longs tunnels comme ça seul. Et puis moi, mon sujet aujourd'hui, à l'aube à bientôt 40 ans, et père de famille depuis quelques années, avec deux enfants en bas âge, de 4 ans et demi et d'1 an et demi. C'est plutôt de réussir à trouver du temps libre pour moi-même que de chercher à m'entourer plus que je le suis déjà, parce que quand on a des enfants et qu'on est un parent, un papa, dans mon cas, présent, actif, on se sent pas vraiment seul. Ouais, oui, je me doute. C'est mouvementé. Et ça, tu as réussi à... Donc, ton premier enfant à 4 ans et demi, c'est ça? Ouais. Tu as réussi, au moment de l'arrivée de tes enfants, à te dire, parce que tu disais que tu travaillais beaucoup, je pense que tu travaillais quand même plus, tu as réussi à directement trouver l'équilibre vraiment entre ta vie pro et ta vie perso, ou c'était déjà peut-être quelque chose que tu faisais avant, ou alors c'était plus une discipline que tu t'es d'abord appliquée pour justement te consacrer du temps pour eux? Quand je suis devenu papa, j'étais dans un moment de ma vie professionnelle qui n'était pas surchargé. Les boîtes que j'avais lancées en 2011 commençaient à tourner toutes seules. J'étais pas encore président du Move, donc c'était un moment assez privilégié où j'ai réussi à dégager pas mal de temps libre. J'ai pris un congé paternité de 6 semaines, puis les 6 suivantes, j'étais la moitié du temps à la maison, et j'étais très très présent. Ensuite, ça s'est un peu compliqué parce que je me suis remis à plus travailler. Et là, il a fallu plutôt que je rentre dans une forme de discipline pour parvenir à... Et c'est encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, c'est un combat de tous les jours, de garder du temps à passer avec mes enfants le matin, le soir, même si clairement les moments privilégiés de ma paternité, c'est surtout le week-end. Ouais, parce qu'ils sont encore petits là, donc je suppose qu'ils se couchent tôt, Exactement. etc. Exactement, c'est le week-end et et puis c'est pendant les vacances, donc tout ça, ce sont des moments très très précieux, mais c'est clair que d'avoir des enfants qui sont en bas âge comme ça, de construire une famille, c'est encore une autre aventure entrepreneuriale. Ouais. En général, qu'on a très envie de réussir et qui est hyper prenante, et psychologiquement, physiquement, et que c'est des années, quand on a par ailleurs de l'activité et de la responsabilité professionnelle, comme j'en ai moi, c'est des années très chargées. Très, très chargées et assez fatigantes, en même temps pleines de belles choses et passionnantes, mais probablement à peu près aussi fatigantes que passionnantes, quoi. Et devenir papa, ça a changé ton rapport justement au travail, de diriger tes boîtes, de faire tes choix professionnels ou pas? Oui, je pense que je fais beaucoup plus attention maintenant à prendre d'éventuels nouveaux engagements, même si c'est une tendance que j'ai assez forte
prendre des engagements, de prendre des responsabilités. Mais bon, maintenant, je fais gaffe à pas trop en prendre. Ça m'a rendu peut-être, oui, un peu plus exigeant avec ce que devait m'apporter le travail en termes peut-être de tranquillité et de sécurité. C'est-à-dire que je raisonnais pas comme ça avant, mais aujourd'hui, je fais quand même plus attention peut-être à que mon travail ne soit pas trop source de stress et de tension pour moi, pour pas que ça ait des impacts négatifs sur ma façon d'être père. Et puis, bon, j'ai toujours bien gagné ma vie depuis le plus jeune âge, donc ça m'a jamais trop préoccupé, mais d'une certaine manière, aujourd'hui, ça me préoccupe plus. Je suis plus attentif aux questions de rémunération parce que je suis plus tout seul, que j'ai des responsabilités familiales, que je veux que mes enfants ils soient à l'aise. Donc, c'est des sujets que j'ai plus en tête et forcément qui peuvent avoir de l'influence sur certains choix. Même si ma vie professionnelle jusque-là, j'ai de la chance pour ça, pas que, d'ailleurs j'ai aussi œuvré pour, mais a surtout été guidée par l'envie et la passion et le désir de changer les choses, de faire des choses qui me plaisent. Et il se trouve que c'est des choses qui ont été toujours suffisamment rémunératrices pour moi et que ça c'est un grand bonheur. Hein, mais j'ai pas eu jusque-là à faire des sacrifices particuliers en la matière. Soit sacrifier l'intérêt de mon job, soit sacrifier matériellement pour faire un job qui me branchait. Voilà, j'espère que ça durera. Dans la mesure où moi, j'ai toujours considéré que le travail, c'était pas tant une contrainte à la beurre, mais qu'un truc que je faisais que parce que j'avais bien envie de le faire. Bah, l'arrivée de mes enfants, finalement, ça vient là s'inscrire généralement dans une vie où j'essaye surtout de faire ce que j'ai envie de faire et où je considère pas le travail comme une contrainte, un poids, un truc que j'aime pas faire, quoi. Ensuite, c'est une question de temps. C'est sûr que j'essaye d'être chez moi le matin et puis pas trop tard le soir. Et donc, c'est des moments, naturellement, où j'aurais pu travailler avant et où je travaille plus du tout maintenant. C'est un grand classique, d'ailleurs, des parents d'enfants en bas âge. Si vous cherchez à les joindre entre 18h30 et 20h30, c'est compliqué. Et ça demande de la discipline parce qu'en France, les journées de travail, malheureusement, terminent tard. Ce qui n'est pas d'ailleurs un gage de productivité ou d'efficacité, hein, mais dans les pays du nord de l'Europe ou aux États-Unis, par exemple, quand on termine de travailler tard, ça veut dire qu'on fait pas bien on passe pour quelqu'un qui est pas très performant, pas très compétent. Nous, c'est un peu le contraire en France et c'est pas idéal pour l'articulation avec la vie de famille. Bah oui, c'est sûr. Après, toi, t'as la chance de, on va dire, gérer un peu plus ton temps. Mais même moi, j'ai du mal à faire ça. Et du coup, c'est plutôt 19h, 19h15, ce qui est mieux que 20h ou 22h. Hein, mais ça, c'est un combat de tous les jours. Ça. Et donc, pour revenir un petit peu sur ton expérience professionnelle, là, la dernière étape, on va dire, la dernière pierre, c'est donc tu es devenu président du Moves. Déjà, c'est quoi le Moves ? Alors, c'est le mouvement des entrepreneurs sociaux, c'est un mouvement qui fédère, qui rassemble les entrepreneurs sociaux pour les aider pour les faire se rencontrer, les aider à développer leurs activités, à renforcer leur savoir-faire, et puis pour porter leur voix auprès des pouvoirs politiques, économiques, auprès du grand public, pour que cette forme d'entreprendre, cette forme d'économie se développe. Et pourquoi pas devienne un jour la norme. Ce qu'on appelle les entreprises sociales, c'est des structures privées, quel que soit leur statut, ça peut être des associations, des coopératives, des mutuelles, des SAS, SARL, peu importe, qui ont une finalité d'intérêt général, sociale, sociétale, environnementale, qui sont à lucrativité limitée, donc avec des plafonds de rémunération des dirigeants des structures en fonction de la taille, avec des mécanismes de partage du bénéfice avec les salariés dans les sociétés commerciales, et puis qui partagent leur gouvernance. Et puis le dernier critère, c'est la dimension entrepreneuriale, et qui là consiste simplement à dire qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est sans cesse à la recherche de nouvelles ressources pour développer son projet, et que du coup, un entrepreneur social, c'est quelqu'un qui ne ménage pas ses efforts pour
aller chercher soit des nouveaux clients quand ils vendent des biens ou services, soit aller décrocher des subventions publiques, soit du mécénat, des dons de particuliers, et surtout pour les entrepreneurs sociaux les plus ambitieux, aller à la quête de l'ensemble de ce type de ressources pour développer leur projet. Et ce mouvement, il regroupe aujourd'hui 750 adhérents. C'est français Il se développe, c'est un mouvement français, ouais, et c'est le représentant d'une des grandes familles de l'économie sociale et solidaire en France, à côté du mouvement associatif, du mouvement coopératif, du mouvement mutualiste. Donc en tant que président du MOVE, moi je participe notamment à la vie des institutions de l'ESS française, donc l'ESS France, d'une part, le Conseil supérieur de l'ESS, et qui sont autant de lieux où se discutent des politiques publiques de l'économie sociale et solidaire en France, avec le gouvernement, et actuellement son représentant, le haut commissaire à l'ESS et à l'innovation sociale. Donc c'est un job qui est à la fois un job de responsable de mouvement, d'animateur de mouvement, de fédération d'acteurs qui sont les entrepreneurs sociaux, de rassemblement et de fédération et puis d'outillage. Et d'un autre côté, il y a une fonction plus politique, quoi, qui consiste à faire du plaidoyer pour le développement de l'entrepreneuriat social en France dans ces différentes institutions que j'évoquais avant, quoi. C'est marrant parce que on a l'impression qu'on revient un petit peu au début de ton parcours où justement le rassemblement, quand je dis ça, c'est par rapport à tout ce qui était la collecte de dons. Ça t'intéressait vachement justement de rassembler les gens, de fédérer autour d'une cause. Et en plus, tu pensais pourquoi pas à faire de la politique et à t'engager comme ça. Donc là, en fait, t'as un peu les deux aspects dans le MOVE, quoi. Ouais, c'est vrai. Je prends pas mal mon pied en faisant ça, hein. C'est vrai que c'est ma façon à moi aujourd'hui de faire de la politique du côté de la société civile organisée. C'est ma façon à moi de contribuer à l'intérêt général en défendant une cause. Et d'une certaine manière, c'est vrai qu'on pourrait dire que j'ai toujours un peu fait la même chose depuis que j'ai commencé à militer ou à travailler. C'est que j'ai passé mon temps, et je passe mon temps en fait, à tenter de convaincre des gens d'idées pour l'intérêt général ou de rejoindre, de s'engager pour des causes d'intérêt général. C'est vraiment le fil rouge, ouais, de mon parcours professionnel, quoi, et citoyen, quoi. C'est vrai que oui, encore aujourd'hui, quand je suis président du MOVE, finalement je suis pas très loin en termes de posture et d'activité du recruteur d'adhérents dans la rue que j'étais pour Greenpeace, sauf que maintenant c'est plus dans la rue, c'est dans des bureaux, dans des cénacles un peu plus de grands, mais ça se ressemble. Ouais, mais c'est hyper intéressant parce que ça revient justement à ce que tu disais sur la cohérence. Là, pour le coup, ta trajectoire, elle est hyper cohérente. Et ça fait peur d'ailleurs. Il faudrait peut-être que je fasse autre chose. Ouais. Justement, c'est ce que j'allais te demander. T'as des projets pour la suite ou pour l'instant ça te va comme ça? Parce que le MOVE, je sais pas comment ça se passe, mais t'es président pour un certain temps. Je suis président pendant encore 1 an. Je compte poursuivre mon engagement dans la promotion de l'ESS et l'entrepreneuriat social. Je sais pas sous quelle forme encore, à réfléchir dans l'année qui vient. Continuer de me consacrer peut-être encore un peu plus que ces dernières années à mes différentes structures et notamment à l'association Comme les Autres, là, dont je suis redevenu co-directeur. Je veux avoir du temps aussi pour ma famille, et ça c'est aussi important, très important pour moi. Et du coup, avec tout ça, à ce stade, j'ai pas de nouveaux projets. Et peut-être que ce serait bien que j'en ai pas trop. Oui. Non, mais c'est ce que tu disais. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Après, c'était pas forcément construire un nouveau projet, mais plutôt la suite de l'aventure. Du coup, il y a plein de belles choses qui t'attendent. Donc c'est hyper enthousiasmant. Donc bon courage pour tout ça. Merci beaucoup. Toi qui as quand même monté plusieurs structures, qui a été là aussi à la tête de plusieurs structures. Si tu avais des conseils clés à donner à des personnes pareilles qui ont envie de se lancer dans leurs projets, des projets qui font sens pour eux, ce serait quoi? Enfin, t'en as déjà donné pas mal pendant l'interview là, mais
Je dirais que, comme tu l'évoquais tout à l'heure, d'abord, savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on aime, savoir ce qu'on est, savoir ce qui nous motive. Et ensuite, dépenser beaucoup de temps, d'énergie, donc beaucoup travailler pour transformer ses désirs, ses envies, ses valeurs en actions concrètes. Évidemment, en réfléchissant de façon réaliste à la potentielle réussite de ce qu'on entreprend, mais globalement, pas faire trop d'études de marché, mais surtout écouter son désir, son envie et être prêt à dépenser beaucoup d'énergie pour les réaliser. Être assez au clair avec ce qu'on veut, avec ce qu'on aime et pas être dans des trucs trop théoriques de ouais, bon, il y a des problèmes d'environnement, alors il faudrait que je trouve une idée pour résoudre. Je pense qu'il faut être plus près de soi-même que ça pour ensuite trouver quelque chose qui Qui fait sens. oui, qui fait tellement sens qu'on aura. En fait, il faut chercher des choses, je pense, dans ces cas-là, qui font. Et derrière, il ne faut pas trop les chercher. Souvent, elles sont assez évidentes, mais qui nous motivent vraiment pour que ça puisse suffire derrière à générer toute l'énergie qui va être nécessaire pour que ça se transforme en action concrète et puis quand même qui permettent de manger aussi des convictions fortes, d'authenticité et puis beaucoup de travail. Et du coup, merci pour ces conseils. Vu que donc, le podcast s'appelle Bonjour l'Inspi, j'aimerais savoir un petit peu ce qui t'inspire. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a inspiré ces derniers temps ou qui t'inspire un peu tous les jours, que ce soit, je sais pas, un livre, un film, une personne, un voyage, enfin vraiment n'importe quoi et que tu voudrais partager avec moi et les auditeurs du coup? Alors, avec la vie que j'ai, ça fait pas mal de temps que je trouve justement pas le temps de suffisamment lire ou voir des films ou aller au cinéma, comme je le faisais beaucoup plus avant, quand j'étais étudiant notamment, ou plus jeune encore. J'aurais bien du mal à répondre à cette question parce que ce qui m'inspire, ce qui me motive au quotidien, c'est des choses qui sont très profondes en moi, qui relèvent des convictions, des valeurs. Et effectivement, on y est beaucoup revenu là, dans la conversation de besoin de cohérence, de rigueur dans la tenue des engagements. Et ça, c'est des choses qui sont très intérieures à moi. Alors, pour partie qui m'ont été transmises, bien sûr, par l'éducation, mais qui relèvent aussi d'une forme pour moi de combinaison psychanalytico-sociologico, physiologique, qui est ce que je suis profondément intimement, et bon, que j'ai pu aussi peut-être structurer, rationaliser, révéler parfois par la pratique de la psychanalyse. Mais oui, je dirais que moi, ce qui m'inspire, me porte, me motive, c'est une force ou des forces qui sont assez intimes et profondes. C'est tes valeurs en fait. Ouais, c'est mes valeurs et c'est peut-être mes valeurs et puis aussi mes névroses et puis mes accidents de vie. Ouais, tout ça, ça te permet d'aller dans la bonne direction. T'as pas forcément besoin d'aller chercher ailleurs Oui, il y a quand ce même qui te par booste. exemple l'accident de mon frère, je pense que fait partie des moteurs forts de mon parcours. J'ai un attachement à l'authenticité, au soutien à l'autre, à une sensibilité à la fragilité, au fait que tout peut basculer, qu'il suffit pas de vouloir pour pouvoir, de l'importance que peut avoir la mobilisation de l'autre parfois, et le fait que fondamentalement, seul, sans l'autre et sans les autres, on est assez vite en grande difficulté. Mais qu'en même temps, on est légitime à être seul si on a envie, et à être profondément libre. Bon, moi je suis agi par tout ça et j'aurais pas, non, là, à ce stade. Si, peut-être aller pour la blague, j'avais fait une fiche de lecture en 6e, où je crois que j'avais dû avoir 10 sur 10 ou 20 sur 20 sur Bilbo le Hobbit. Et il faudrait que je le relise. Mais ça m'avait beaucoup marqué, j'avais beaucoup aimé ce livre. Il y a quelqu'un qui m'en a parlé récemment en me disant de quoi il s'agissait. J'ai déjà oublié, mais c'était assez énorme. Alors, je sais pas si c'est une histoire de rebond, d'accident, ou je sais pas quoi, ou de...
Ça, je connais pas du tout. Donc, Mais ouais, faudrait que je le relise. Bilbo le Hobbit, peut-être que j'en comprendrai un peu plus sur ce qui m'arrive, quoi. Ok, bah ouais, peut-être que cette fiche de lecture, ça t'a aidé aussi. Merci beaucoup, Jonathan, pour tout ça, pour cet échange, cette conversation. Et pour finir, si les auditeurs ont envie de te contacter, en savoir un peu plus sur toi, où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter justement? Alors me suivre, c'est pas évident parce que je suis très absent des réseaux sociaux. J'ai peu de goût pour. Moi, j'aime le face-à-face, et puis j'aime l'intimité. Alors bon, je suis a priori pas très fait pour les Pour les réseaux réseaux sociaux, non, je pense pas. même si je m'y mets quand même pour des raisons professionnelles notamment. Mais bon, quand même, j'ai un profil LinkedIn, donc là, je pense que c'est très simple d'aller sur mon profil LinkedIn, de me contacter. Je réponds à tous les messages. Et puis sinon, oui, j'ai aussi une adresse mail à laquelle on peut m'écrire et qu'on retrouve d'ailleurs sur mon profil LinkedIn. Ouais. Ok. Bon, bah, du coup, pour les auditeurs, n'hésitez pas à contacter Jonathan. Bah, merci beaucoup. C'était hyper riche en enseignement et donc c'était super cool de discuter avec toi. Merci encore, Jonathan, et à très vite. Merci à toi, Cassandra, c'était agréable. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté Bonjour l'Inspi. Si ça vous a plu, dites-le moi en vous abonnant sur la plateforme de votre choix, en laissant un avis 5 étoiles et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me poser toutes vos questions et à me suggérer de nouveaux invités. Vous pouvez le faire sur Instagram, sur le compte Bonjour l'Inspi-podcast ou sur le site bonjourlinspi.fr. Encore merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.